Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau MOOC proposé par les Chats Noirs du 3SM. Nous allons parler aujourd'hui de la toxicologie de l'urgence et les principaux antidotes rencontrés dans le milieu du préhospitalier. Petit rappel, c'est celui qui injecte qui est responsable. Nous vous invitons à bien agiter vos seringues après préparation, surtout les grosses seringues de 50, afin d'homogénéiser le mélange. Et ces diapositives ne remplacent pas une prescription médicale. Le plan. Nous allons voir les antidotes compétitifs des benzodiazépines et des morphinomimetiques, qui sont le flumazénil et le naloxone. Nous verrons ce qu'est l'hypoxie tissulaire avec le traitement des intoxications au monoxyde de carbone, ainsi que le traitement des intoxications aux poppers. Oui, oui, ça existe. Nous verrons également l'hypoxie cellulaire avec les intoxications aux fumées d'incendie. Tout d'abord, les antidotes compétitifs. Le flumazénil et le naloxone fonctionnent de la même manière, l'un sur les benzodiazépines et l'autre sur les morphiniques. Voici une synapse, avec la transmission des neuromédiateurs qui se situent au niveau de la fente synaptique. L'information arrive par ici, elle est envoyée à l'autre neurone grâce à des neurotransmetteurs qui vont se fixer ici sur des serrures. Sur ces serrures vont se placer le toxique, soit un benzodiazépine, soit un morphinique. Le mode de fonctionnement est le même, vous l'aurez compris. Lorsque ces clés rentrent dans ces serrures, le but du toxique est bien de bloquer l'information qui crée une bradypnée, un arrêt respiratoire, un coma, etc. Les actions du toxique, selon la dose que le patient a prise. Nous arrivons et nous injectons un antidote. L'antidote va se répartir dans la circulation sanguine et au bout d'un moment arriver sur son site d'action qui est dans cette fente, ici, la fente synaptique. Une fois en place, par effet de masse, il va mettre dehors le toxique et se mettre à la place des récepteurs. Donc le toxique ne peut plus s'y mettre. De cette action, la transmission de l'information est possible, vous avez sauvé le patient. Maintenant, attention, cette action a une durée limitée dans le temps. Attention au relargage et à l'effet rebond du toxique. Reprenons cette fente synaptique, en présence d'antidotes sur les serrures, la transmission est possible. Mais à la fin du délai d'action de l'antidote peut repartir ou n'agit plus. Le toxique revient bien volontiers se placer sur les serrures que l'on a vues tout à l'heure. La transmission de nouveau est bloquée et l'action du toxique peut se faire. Pour éviter cela, il est important de continuer la prise en charge du patient en injectant en IVSE l'antidote que vous avez utilisé. À présent, nous allons voir l'hypoxie tissulaire avec le monoxyde de carbone. Vous avez ici un globule rouge et sur ces 4 M sont fixées des molécules d'oxygène. Vous mettez maintenant notre corps humain dans une ambiance avec du monoxyde de carbone, soit parce qu'une chaudière est par exemple mal entretenue, vous faites un barbecue en intérieur, si c'est possible, et vous pouvez aussi être confronté à des fumées d'incendie. Les symptômes du patient seront des céphalées, des vertiges, des nausées-vomissements et dans les cas les plus graves, le coma jusqu'à l'arrêt cardiaque et la mort. Un petit rappel, la saturation en oxygène est un faux ami, elle ne vous aidera pas à déceler une hypoxie, puisque le spectromètre infrarouge ne fait pas la différence entre l'oxygène et le CO. Un fort pourcentage de globules rouges va perdre la plupart de ces molécules d'oxygène pour se lier fortement à une molécule de monoxyde de carbone, ce qui va créer la carboxyhémoglobine. L'affinité globule rouge et monoxyde de carbone est très importante, beaucoup plus forte que celle avec l'oxygène. Pour défaire cette liaison, il y a deux possibilités. En premier lieu, l'oxygène normobar, au masque à concentration avec une B5, qui va diminuer la présence du CO dans les intoxications peu importantes, lorsque leur pourcentage de carboxyhémoglobine n'est pas trop élevé, généralement en dessous de 20%, et pour les cas d'intoxication les plus importantes, les plus graves, on placera les victimes dans un caisson hyperbare qui augmente la pression partielle en oxygène et favorise cette déliaison. Dans ce cas, il faudra placer le patient soit assis, comme vous pouvez le voir, ce sont sûrement des patients qui ont été intoxiqués suite à une chaudière qui fonctionnait mal, avec un pourcentage important de CO,
mais ne donnant pas un coma. Dans ce cas, ils pourront rester plusieurs heures dans ce caisson hyperbare. Pour les cas les plus graves, ce sera bien évidemment intubé, allongé dans le caisson hyperbare. La pression partielle en oxygène favorise donc la déliaison entre le CO et le globule rouge. Le globule rouge retrouve son aspect normal. Voici comment convertir le monoxyde de carbone expiré de l'air alvéolaire de la mesure en particules par million en pourcentage. Il suffit de prendre cette mesure en CO en ppm, de la diviser par 5 et de rajouter 0,5. Il ne faut pas confondre le CO mesuré dans l'air ambiant d'une pièce grâce au dispositif accroché au sac de secours et le CO expiré dans l'air alvéolaire du patient, concentré, reflétant la carboxyhémoglobine. Imaginons un immeuble qui vient de se vider après un incendie. Voici un tableau d'aide au triage rapide d'un afflux massif d'intoxiqués. En première case, le CO alvéolaire en ppm, le CO alvéolaire en pourcentage, les symptômes et la conduite à tenir ou la prise en charge. Entre 0 et 40 ppm chez un fumeur, cela équivaut entre 0 et 8%, il n'y aura pas de symptômes, aucune conduite à tenir ni prise en charge. Entre 40 et 100 ppm, cela équivaut entre 10 et 20% de CO en air alvéolaire expiré. La victime présentera probablement des céphalées, une asthénie. Il faudra le placer au masque à haute concentration, à 15 litres par minute. Au-dessus de 150 ppm, les cas graves apparaissent, c'est au-dessus de 30%. Des céphalées intenses, des vertiges, nausées, vomissements, beaucoup de fatigue. Et plus on augmente dans les pourcentages, plus il y aura un risque de coma, d'arrêt cardiaque et bien sûr de mort. Il faudra demander une présence médicale s'il n'est pas déjà présente. Et il faudra bien entendu discuter le caisson hyperbare pour les cas les plus importants. En cas d'incendie, voici des indicateurs de gravité pour une aide au triage. La localisation de l'appartement de la victime par rapport au sinistre est très importante. Si c'est un R+5 qui brûle, avec un sinistre au rez-de-chaussée, l'ensemble des habitants pourraient être concernés par les symptômes. Il faudra noter également la présence de suie autour du nez, de la bouche, dans la bouche, sur la langue. Et bien sûr, plus la présence de cette suie est importante au niveau des poils du nez et de l'oropharynx, plus elle sera grasse et dangereuse, et souvent chaude. Cela entraînera des lésions importantes causées par les brûlures. Ne faudra pas négliger l'état neurologique de la victime pour voir s'il y a d'autres intoxications, en plus du monoxyde de carbone, comme celle causée par le cyanure dans les fumées d'incendie. L'hypoxie tissulaire, deuxième volet, j'ai choisi de vous montrer l'exemple du poppers, qui est assez rare, mais qu'on peut le retrouver en intervention, surtout dans des zones assez festives. En ayant travaillé sur Paris, on peut retrouver dans le quartier de la Gare du Nord ou le quartier de Pigalle des amateurs de cette consommation. Qu'est-ce que le poppers? Voici un poppers, un petit flacon de poppers qui se sniffe. C'est un liquide qui s'évapore très rapidement dès qu'on ouvre le bouchon. Il est très facilement inhalable. Soit de cette narine, soit de celle-là. En tout cas, le résultat est le même. Nous voici avec un globule rouge de nouveau avec ses 4 M d'oxygène que vous exposez au nitrite d'amyle, le poppers, qui rentre dans votre sang par voie inhalatoire. Le poppers, le nitrite d'amyle, va créer une forme viciée de l'hémoglobine. La méthémoglobine va alors circuler dans votre sang à la place d'une hémoglobine normale. Malheureusement, celle-là ne transporte que très peu d'oxygène, comme vous pouvez le voir sur un de ces M au lieu des 4 présents. Faible transport d'oxygène induit une hypoxie tissulaire, et les symptômes de l'intoxication aux poppers sont une cyanose, le sang couleur chocolat, que vous verrez par la prise de sang ou la pose de cathéter, des céphalées, une dyspnée, vertige, syncope, tachypnée, une acidose métabolique que vous verrez à la gazo, et dans les cas graves, des troubles du rythme cardiaque induits par l'hypoxie, la souffrance cardiaque, le coma et des convulsions. La victime est très symptomatique à partir de 30% de méthhémoglobinémie. Comment traiter? Un seul traitement existe, c'est le bleu de méthylène intraveineux. Le bleu de méthylène est injecté à dose de 1 à 2 mg kg. Usuellement, on utilise environ 100 mg IV en 5 minutes à préparer dans du G5. Vous n'aurez pas de saturation pulsée pendant presque une heure.
à cause de la coloration bleue du sang. Attention, trop de bleu de méthylène tue en créant de la méthhémoglobinémie. C'est un peu le serpent qui se prend la queue, il faut faire attention. Et l'injection en perfusion intra-osseuse est possible en cas d'intoxication accidentelle d'un enfant. L'action du bleu de méthylène, il est réduit en leucométhylène qui possède la capacité de réduire la méthémoglobine en hémoglobine normale. Dans ce cas, le globule rouge peut retrouver son volume d'oxygène habituel sur ses M. De mémoire, il me semble que très peu d'unités hospitalières ou de sapeurs-pompiers médicalisés possèdent le bleu de méthylène en première attention sur le terrain. Voici maintenant l'hypoxie cellulaire. Un gros morceau. Voici une cellule et grossie en plein milieu, une mitochondrie. L'oxygène est amené par le sang. La respiration cellulaire se fait dans la mitochondrie, ce qui crée de l'énergie en fonctionnement aérobie et du CO2. C'est comme ça que le corps fonctionne. Par contre, si on met peu d'oxygène et de l'acide cyanhydrique, donc le cyanure, amené par les fumées d'incendie, le classique appartement Ikea, rempli de matière plastique, prêt à être inflammé et qui dégage des fumées totalement toxiques, le cyanure va rentrer par voie inhalatoire, des poumons au sang et du sang au sein des cellules. C'est son boulot, le cyanure, il se place ici. Il va bloquer la respiration cellulaire, bloquer la mitochondrie, le corps va fonctionner en anaérobie, c'est une asphyxie cellulaire, le CO2 et le lactate sont relargués, c'est pas vraiment l'ambiance de vie que le corps aime bien, il n'y a pas d'énergie et cela conduit très fréquemment, quasiment à 100%, à la mort du patient. Comment traiter? La plupart du temps, on vous amène des patients en arrêt cardiaque après une intoxication aiguë aux fumées d'incendie, dans un immeuble ou dans une maison. Dans ce cas, il est déjà retiré du toxique, de l'ambiance des fumées, le mettre sous oxygène, en première attention au bas-vu, puis l'intuber rapidement. Et une fois la voie veineuse posée, en dehors du traitement classique de l'arrêt cardiaque qu'il faudra mettre en œuvre, vous devez injecter l'antidote spécifique qui est le cyanokit. En première intention, 5 grammes, puis les 5 grammes suivants serviront après la réanimation. Le cyanure va être phagocyté par l'hydroxocobalamine, qui est la vitamine B12, littéralement phagocyté comme ceci, qui va permettre un complexe cyanocobalamine et va éliminer le cyanure de la cellule jusqu'à l'élimination rénale et urinaire. En résumé, le cyanokit est à mettre en œuvre chez les patients conscients qui ont été exposés aux fumées d'incendie dans un espace clos, qui ont également beaucoup de suie sur la bouche, le nez et l'oropharynx, et qui ont un état mental dégradé avec une confusion et une désorientation. Il sera bien entendu mis en place à chaque patient sorti des fumées d'incendie en ACR, et des fois, ça ne sera pas des fumées d'incendie, ça pourrait être dans l'industrie spécifique qui utilise du cyanure. Attention, on peut masser pendant 4 jours et injecter 1 litre d'adrénaline, cela ne servira à rien si vous n'injectez pas l'antidote spécifique, le cyanokit. Attention, le cyanokit ne doit pas être injecté simultanément avec l'adrénaline. Il y a une incompatibilité physico-chimique. Si dans l'urgence, vous n'avez qu'une seule voie veineuse en première intention, il faut bien rincer la tubulure avant l'injection du milligramme d'adrénaline et après, de façon à ne pas que les deux produits soient en contact dans la tubulure. Il est préférable par la suite de poser une deuxième perfusion, voie veineuse, pour injecter l'adrénaline. En règle générale, le cyanokit est incompatible avec la majorité des autres médicaments de l'urgence. Il est vraiment préférable de poser une voie veineuse spécifique. Merci beaucoup pour votre attention. C'est la fin de cette vidéo sur la pharmacopée de l'urgence, les antidotes et la toxicologie. À très bientôt.